Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour l'actualité à Paris et en Île-de-France. À la une ce midi, la communauté chrétienne inquiète. Pour la première fois en France, des églises étaient donc visées par un attentat, des églises de Villejuif dans le Val-de-Marne, mais pas question pour autant de céder à la panique. Nicole Bappel avec Maude de Bohan et Audrey Natalizzi. Ne pas céder à la peur, c'est la réponse de l'Église face au terrorisme. Mieux, la conférence des évêques de France, dans un communiqué, a estimé prématuré de demander un renforcement de la protection des lieux de culte catholiques. Dans la paroisse de Villejuif, un prêtre prend la mesure symbolique de ces menaces. C'est une attaque contre la vie, contre la communion, c'est vraiment le contraire de toute humanité, quoi. À l'annonce de l'attentat déjoué contre 2 églises de Villejuif, riverains et fidèles ne cachent pas leur sentiment d'insécurité. J'ai été baptisée ici, je me suis mariée ici, j'ai fait ma communion ici dans cette église, donc ça me bouleverse. On craint le pire maintenant, on n'ose plus, moi je sais pas, j'ose plus, la preuve là, je n'ose même plus aller à l'église, à la messe, donc c'est inquiétant. Les lieux de culte hyper protégés en ce moment sont les mosquées et les synagogues. Sur 45 000 églises en France, seules 200 bénéficient du plan Vigipirate renforcé. Dans les paroisses, le clergé reste serein. L'évêque de Créteil en appelle à la raison et à la solidarité. Hier, ce que je peux dire, c'est que devant l'église de Villejuif, sans que je l'ai cherché, j'ai vu arriver le rabbin voisin. On s'est donné l'accolade et il m'a dit c'est votre tour, mais on est en solidarité avec vous, je suis très ému. En cette période de grandes fêtes religieuses catholiques qui se profilent, pas question de céder à la panique. L'Église a affirmé que tous les événements seront maintenus. Et sachez que le plan Vigipirate va être adapté aux menaces visant les lieux de culte catholiques. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Après une entrevue ce matin avec Monseigneur André XXIII, l'archevêque de Paris, des patrouilles pourraient être mises en place. On va faire à présent le point sur l'enquête. Un Algérien de 24 ans, Sid Ahmed Glam, est toujours en garde à vue médicalisé à l'Hôtel-Dieu à Paris. On retrouve sur place Clément Weirenal. Clément, quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Eh bien, Marianne, la garde à vue de Sid Ahmed Glam se poursuit. Je vous rappelle qu'il est hospitalisé depuis dimanche au dernier étage de l'Hôtel-Dieu qui se trouve derrière moi, dans la fameuse salle Cusco. C'est une salle d'hôpital hautement sécurisée dans laquelle Sid Ahmed Glam peut recevoir des soins intensifs. Je vous rappelle qu'il est sérieusement blessé, tout en étant maintenu sous le régime de la garde à vue. Alors sans nul doute que cette garde à vue va être poursuivi jusqu'à samedi. C'est le délai maximal prévu par la loi et selon le procureur de la République de Paris, ce délai est justifié par l'exceptionnelle gravité des faits. Les enquêteurs veulent profiter de ce laps de temps pour pousser au maximum leurs investigations. Ils ont notamment la conviction que le jeune homme n'a pas agi seul, qu'il aurait des complices, qu'il s'agit maintenant d'identifier et d'interpeller. C'est au terme de cette garde à vue qui devrait donc se terminer samedi que Sid Ahmed Glam devrait être présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Merci Clément Weirenal en direct de l'Hôtel-Dieu à Paris. Il faut le rappeler, c'est par hasard que Sid Ahmed Glam a été arrêté dimanche. Il a appelé le SAMU car il était blessé. Or, l'homme était connu des services de renseignement. Alors, y a-t-il eu faille dans le suivi de cet étudiant ? Séverine Larouille, tout d'abord, comment a-t-il pu se procurer des armes alors qu'il était surveillé ? Eh bien, c'est bien cela. Le plus étonnant dans cette affaire, l'opération aurait été pilotée depuis la Syrie à l'insu des services de renseignement français. Les enquêteurs en sont sûrs maintenant. Sid Ahmed Glam n'a pas agi seul. Son matériel informatique a commencé à livrer ses secrets. Ils auraient retrouvé des traces d'échanges avec un contact en Syrie. C'est ce contact qui lui aurait demandé de cibler une église et qui lui aurait indiqué où récupérer ses armes dans le coffre d'une Mégane Renault garée en banlieue parisienne. Alors pourquoi son interpellation n'a pas eu lieu avant dimanche ? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut des preuves aux services de renseignement pour agir. Et qu'en l'espèce, rien selon eux n'indiquait que Sid Ahmed Glam était prêt à passer à l'action. Il est passé en quelque sorte entre les mailles du filet. Au printemps 2014, il a bien été signalé et convoqué par la DGSI. Depuis, il était fiché comme suspect à surveiller pour avoir voulu se rendre en Syrie. Mais la surveillance
surveillance dont il a fait l'objet n'a pas réussi à établir de connexion directe avec les milieux terroristes. À la différence des frères Kouachi, d'Amédi Koulibaly ou de Mohamed Merah, aucune condamnation ne figurait sur son casier judiciaire. Et puis, il faut dire aussi qu'il est difficile de surveiller tous les jeunes Français candidats au djihad. Il serait 3000. Est-ce que la loi sur le renseignement intérieur, actuellement en cours d'adoption, peut changer les choses? Manuel Valls a dit ce matin qu'elle aurait donné au service plus de moyens. Oui, c'est en tout cas ce qu'assure évidemment le gouvernement. Selon le Premier ministre, 5 attentats ont été déjoués en France ces derniers mois et la nouvelle loi sur le renseignement aurait donné plus de moyens au service, notamment en matière de surveillance, car il ne faut pas perdre de vue que cette affaire intervient dans un contexte politique particulier. Le gouvernement soutient en ce moment son projet de loi sur le renseignement. Il a été débattu à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Il doit être voté le 5 mai et il a été éminemment critiqué en matière de libertés individuelles. Merci Séverine pour toutes ces précisions. Également dans l'actualité de ce jeudi, cette nouvelle alerte à la pollution aux particules fines. La préfecture de police recommande d'emprunter les transports en commun et de limiter la vitesse sur les routes. Le stationnement résidentiel est gratuit à Paris toute la journée. En politique, fin de la rumeur. Claude Barthelone n'est pas candidat à l'investiture pour les régionales en Ile-de-France. C'est son entourage qui l'a dit hier soir. L'hypothèse de la candidature du président de l'Assemblée nationale avait été évoquée avec insistance par plusieurs responsables socialistes. On s'oriente donc vers une primaire fin mai entre le président sortant, Jean-Paul Huchon, et Marie-Pierre de la Gontrie, sa première vice-présidente à la région. Jean-Paul Huchon qui a lancé sa campagne auprès des militants hier soir à Marcoussis dans l'Essonne. William Vanqui et Nicolas Métoer y étaient pour nous. Ça y est, c'est parti. La campagne Huchon 2015 a démarré et cela commence par une tournée des brasseries. En France, il me dit, le patron, qu'il y a 850 microbrasseries. Alors c'est un phénomène intéressant. Jean-Paul Huchon se contentera de 4 ou 5 rendez-vous comme celui-ci avec des militants et des élus qui ont déjà répondu à la question. Est-ce que je préfère la blonde ou la brune, c'est ça? Non, la question c'est Huchon ou Marie-Pierre de la Gontrie. Les socialistes choisiront le 28 mai. Je suis là. Puis j'ai un petit principe de fidélité, voilà. J'aime beaucoup Jean-Paul Huchon. De toute façon, moi j'ai choisi Huchon, je suis focalisée sur le programme d'Huchon. Le reste là, j'ai même pas essayé de regarder. Le 28, on vote Huchon. Voilà. Personne à convaincre donc ici. L'objectif est ailleurs, redonner confiance à des militants échaudés par les échecs des municipales et des départementales. Il faut y retourner, et il faut y retourner pour gagner. Et je n'y retourne que pour vous. Et je n'y retourne que pour gagner, parce que c'est possible. Se présenter comme le candidat naturel, le seul capable de conserver la région à gauche. En 1h30, pas une seule fois, Jean-Paul Huchon n'a évoqué la primaire. Je suis tourné vers la suite, je suis tourné contre Pécresse et la droite. C'est une formalité, la primaire? C'est pas une formalité, c'est les militants qui choisiront. Mais moi, je me projette déjà. Après 98, 2004 et 2010, les socialistes voudront-ils d'une 4e cuvée Huchon en 2015? On va surveiller la ligne. L'intéressé n'a pas l'air vraiment inquiet. Peut-on parler des banlieues sans clichés? Après la diffusion d'un reportage intitulé « Quartier sensible, le vrai visage des ghettos français », le mouvement des jeunes communistes de Bobigny vient de déposer plainte contre M6, des jeunes issus des quartiers qui veulent parler autrement des banlieues. Reportage Morgane Miner, Audrey Natalizi. Bilal, Emma, Sarah, ils ont tous suivi le reportage sur leur cité diffusé le 12 avril sur une chaîne privée. Et au début, ça les a bien fait rire. Ça arrive à un tel point que ça devient ridicule. C'est tellement orienté, c'est une catastrophe. C'est cliché. C'est cliché en fait. Un cliché qui ne les a pas fait rire longtemps. Ils portent plainte contre la chaîne télé, entre autres pour diffamation. Pour eux, l'image de Bobigny n'est pas conforme à la réalité de ce qu'ils vivent. Quitte à tomber peut-être dans un autre cliché, celui d'habitants qui pensent qu'un reportage télé peut nuire à leur réputation. On est en train de stigmatiser encore plus des populations qui sont déjà stigmatisées et en fait, c'est désolant. On ne dit pas qu'on voudrait des reportages sur la banlieue, c'est magnifique, il n'y a pas de problème, etc. C'est pas ce qu'on dit. On dit qu'on veut juste une image impartiale, objective de la banlieue et une image des êtres humains qui la composent. Entre angélisme et stigmatisation, comment trouver un équilibre? Laurence Lascari a produit le film Nos mères, nos daronnes, qui se déroule également à Bobigny.
Face aux arguments des magazines de société, elle met en avant le regard subjectif de documentaristes. Il faut les présenter en tant que personnages et pas en tant que groupe ou que phénomène. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, ce sont des histoires. Des histoires qui ont un cadre. Donc ce cadre, ça peut être la banlieue. Mais ces jeunes de banlieue, ils ont peut-être des prénoms, il y a des personnages. Et justement, le but du jeu, c'est de les humaniser et pas d'en parler comme un groupe. Une difficulté qui n'est pas nouvelle. Par le passé, plusieurs banlieues parisiennes ont déjà déposé plainte contre des chaînes de télévision, comme La Courneuve ou Tremblay en France. Mais à ce jour, aucune d'entre elles n'a obtenu gain de cause. La suite à présent de notre série consacrée aux 10 ans du Macval. La première exposition de cette année anniversaire met les hommes à nu, ou en tout cas la masculinité, autant autour des œuvres d'une centaine d'artistes que des hommes. Et cela bouscule, vous allez le voir, nos idées reçues sur le sexe que l'on dit fort. On est habitué parfois à voir des expositions juste tournées vers la femme. Là, c'est que des hommes, c'est intéressant. Très original, moi ça me choque pas tant que ça. Certes, on montre de plus en plus de nudité dans notre société, mais en fait on n'est toujours pas à l'aise avec. Généralement sur les expositions d'art contemporain, il y a toujours un côté un peu provoque. C'est marrant parfois aussi. Là par exemple on a une œuvre, c'est quelqu'un qui tient un coq par son pénis. Ça fait sourire quoi, voilà. Entrez, c'est ouvert à tous. Enfin presque. Ici, le rectangle blanc redevient de rigueur. Une exposition à ne pas mettre devant toutes les pupilles, quoique. L'art a la possibilité de parler de tout en mettant de la distance. Et le fait d'être dans un musée fait que ces œuvres peuvent être comprises et abordées par tout le monde. Ils sont 108 mâles, 108 artistes qui jouent de nos sens, des turgescences, bref, de tous les symboles érectiles par essence. La voiture est mise à mal dans beaucoup d'œuvres qui sont présentées ici, et notamment celle qui est juste devant moi. Donc c'est une voiture de course, de compétition, qui se crache avec un vérin hydraulique à l'intérieur. Et la voiture réduit d'un demi-centimètre par jour tout le long de l'exposition. Dans quelques mois, ce ne sera donc plus qu'un bloc de ferraille. Alors lui que l'on appelle le sexe fort, l'est-il encore, tandis que toutes ses valeurs sont ébranlées. Avec des bons accompagnateurs, des visites guidées ou alors une petite recherche au préalable, beaucoup de monde peuvent y trouver des choses intéressantes sur la sexualité, sur le sens de la créativité aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire créer. Avec son coq attaché à ses attributs, cet artiste a fait débat avant d'être condamné pour exhibitionnisme. Aujourd'hui reconnu au musée, sa performance continue d'interroger. On est décalé, déstabilisé, un peu à côté. Donc est-ce qu'on va rentrer dedans? Est-ce qu'on va suivre ou pas? Vous cherchez le garçon? Il est peut-être dans une de ces 200 œuvres présentées au Macval. Une chose est sûre, ces œuvres questionnent autant qu'elles n'apportent de réponse sur les différents genres d'hommes. Le Macval a 10 ans, une série réalisée par Didier Morel, Emmanuel Hunsinger et Noémie Touni. Suite et fin demain et sur notre site internet France 3 Paris. Comme chaque jour pendant les vacances, on part à présent pour notre tour de France des initiatives. On se retrouve juste après. Des trottoirs transformés en cendriers, c'est l'un des fléaux des rues parisiennes où la voirie ramasse 350 tonnes de mégots par an. Dans ce café, les fumeurs peuvent s'en griller quelques-unes en terrasse, mais les serveurs font régulièrement la chasse aux mégots. Le matin, on est obligé de passer la balayette au moins 3-4 fois, en plein service, après le service, toute la journée. Et ce, même si on met les cendriers sur les tables et qu'on renouvelle les cendriers à chaque fois, effectivement, c'est une vraie chasse. Et depuis quelques jours, les mégots sont collectés dans une boîte installée par la mairie du 9e dans 10 établissements. Chaque boîte lui a coûté 70 €, car ces déchets de cigarettes seront ensuite recyclés. Quand vous avez un pied d'arbre à côté d'un bar, vous voyez qu'il est jonché de mégots. Et le côté recyclage, ça peut vraiment parler aux gens et se dire, voilà, le mégot peut avoir une seconde vie derrière. Et si on le jette, on participe aussi à l'amélioration de l'environnement. Donc c'est plutôt sur ce côté-là qu'on veut agir.
Expédiés dans une entreprise de recyclage loin de Paris, les mégots seront transformés, le papier en compost et le filtre en granulats de plastique pour fabriquer toutes sortes d'objets. Expérimenter, ces boîtes de recyclage pourraient se développer dans le 9e arrondissement si un partenaire privé est trouvé. La mairie de Paris a, elle, équipé ces nouvelles poubelles d'un éteignoir pour inciter les fumeurs à l'écraser, car dans quelques mois, ce simple geste pourra leur coûter aussi cher que 10 paquets de clopes. Trouver un emploi, cela passe forcément par une bonne présentation. Et c'est justement ce que propose la Cravate Solidaire. Cette association parisienne fournit gratuitement des tenues aux chômeurs pour qu'ils se rendent en entretien. Frédéric Bourgetot est un ancien vendeur automobile. À 45 ans, après un licenciement et une dépression, il vit dans un foyer. Son seul revenu, le RSA. Je ne suis pas sûr de pouvoir m'en sortir. Il n'y a rien. Vous êtes dans quelle situation là aujourd'hui? De précarité totale, quoi. En dessous, c'est la rue, quoi. Quelque chose de trop foncé comme ça va faire un peu strict. Et pour trouver le costume de l'emploi, Frédéric Bourgetot aura même l'embarras du choix. Du clair, du bleu marine, une chemise, un pantalon ou encore une cravate. Le coaching dure plus d'1 heure. Frédéric ne s'est pas habillé comme ça depuis plus de 2 ans. Il réapprend les codes et retrouve confiance en lui. Super, hein? Frédéric repart avec le moral gonflé à bloc et une photo pour son CV. Une location d'un autre genre à présent. Il s'agit de jardin potager, une idée originale qui plaît aux citadins. Au total, ce sont 90 parcelles qui sont proposées à Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines, à quelques kilomètres seulement de Paris. Il y a 3 ans, c'était une décharge. Aujourd'hui, l'espace a été entièrement réhabilité. La ferme de Galy y a installé des jardins potagers à louer 50 € par mois. Patrick lui est grand-père, il vient de Paris et c'est l'un des tout premiers locataires. Voilà, donc vous êtes B41. Cultiver, être au soleil, se changer d'air, se changer d'esprit, quitter Paris et sa pollution et ses bruits, et puis apprendre à nos enfants, petits-enfants, comment on cultive. Des bacs hors sol avec un système d'arrosage intégré, des cabanes pour ranger ses outils. Ici, tout a été prévu pour faciliter la vie des jardiniers, jusqu'aux tables à pique-nique situées à proximité. En contrepartie, les locataires sont priés d'être des agriculteurs raisonnables. Ils s'engagent à ne pas utiliser d'engrais ou de pesticides. Pour avoir la main verte ici, il faut avoir l'esprit bio. On ne dit pas qu'on veut s'affranchir de traitement, on dit juste qu'il faut utiliser les bons produits. Donc on va peut-être limiter un peu la capacité à produire, mais voilà, bien travailler la terre, on pense que ça a un sens. Du coup, volontairement, on a mis dans notre charte d'utilisation du lieu qu'on veut que ce soit de la culture biologique. Et une fois par mois, des cours de jardinage sont même prévus pour apprendre les bons réflexes à ces nouveaux agriculteurs. Et pour ne pas utiliser de pesticides, c'est en fait assez simple, comme avec ces pieds de ciboulette. Nous on l'utilise parce qu'on fait beaucoup de fraises ici et donc on l'utilise parce qu'on trouve ça super bon et aussi parce que les mouches, les drosophiles qui attaquent les fraises n'aiment pas l'odeur de la ciboulette. Les premières plantes devraient arriver début mai pour l'ouverture officielle du site. D'ici quelques semaines, ce sont 90 potagers de 50 mètres carrés qui seront loués ici. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Le 12-13 continue avec l'actualité nationale et internationale. C'est avec Samuel Etienne. Quant à moi, je vous dis à ce soir un peu avant 19h. Très bel après-midi. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.